Heinrich Himmler, le deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich, a passé son dernier jour non pas dans un bunker, mais dans une salle d'interrogatoire britannique. Il venait tout juste d'être capturé, déguisé en policier de bas rang. Cet homme, qui contrôlait la Gestapo, la SS et tout le système des camps de concentration, se retrouvait désormais totalement seul. Les officiers britanniques qui le fouillaient ignoraient qu'il détenait un secret qui mettrait fin à sa vie en quelques minutes. L'histoire de ces horribles dernières 24 heures révèle l'effondrement total du régime nazi de l'intérieur. Pour comprendre cette chute, il faut d'abord saisir l'ampleur de l'empire que Himmler dirigeait. En 1944, son autorité n'était pas seulement militaire. C'était un empire administratif construit à partir de dossiers, de décrets et d'une précision bureaucratique. Ce contrôle s'étendait bien au-delà de la SS, englobant tout l'appareil policier allemand, le système des camps de concentration et d'immenses entreprises économiques qui alimentaient la machine de guerre. La structure était complexe et englobait tout. La Waffen-SS combattait en tant que division d'élite sur les lignes de front, tandis que la Gestapo et le Sicherheitsdienst, ou SD, assuraient la sécurité de la patrie et des territoires occupés par la surveillance et la terreur. Parallèlement, l'inspectorat des camps de concentration sous la direction d'Oswald Pohl gérait un réseau industriel de travail forcé et d'extermination. Ce réseau comprenait des camps majeurs comme Auschwitz-Birkenau, qui associait un camp de travail à un centre d'extermination dédié. Le bureau de Himmler à Berlin était le centre névralgique de tout ce système. Sur ce bureau, des ordres autorisant des meurtres de masse étaient signés à côté de documents administratifs banals concernant les budgets, le personnel et les fournitures. Le même stylo qui approuvait un envoi de Zyklon B pouvait ensuite paraffer une note concernant le mobilier de bureau. Il ne s'agissait pas d'un règne de terreur chaotique, mais d'un État dans l'État, hautement organisé, ne répondant qu'à Hitler. L'ampleur même des responsabilités de Himmler était stupéfiante. Il dirigeait la politique raciale, supervisait la production d'armes dans les usines contrôlées par la SS, gérait les plans de colonisation à l'Est et contrôlait l'appareil de renseignement qui s'étendait à travers l'Europe. Cette toute-puissance bureaucratique le rendait apparemment indispensable au fonctionnement du régime nazi. Il était le principal administrateur des atrocités. Pourtant, cette même bureaucratie, source de son immense pouvoir, allait devenir le principal instrument de son isolement. Le système reposait sur une chaîne de commandement stricte, une tenue de registre minutieuse et l'autorité absolue conférée par ses titres. Lorsque ces titres lui furent retirés, la machine cessa instantanément de le reconnaître. Il avait construit un appareil si vaste, si dépendant de sa signature, que son effondrement serait total et ne laisserait aucune place à son architecte. L'empire du papier était redoutable, mais il était aussi fragile. Sa force dépendait entièrement de la légitimité accordée par le régime qu'il servait. La première rupture visible se manifesta sous forme d'ouverture. Alors que le front de l'Est s'effondrait au début de 1945, les fondations de la loyauté absolue de Heinrich Himmler commencèrent à se fissurer. L'avancée implacable de l'armée rouge rendait l'issue de la guerre indéniable. Dans cette atmosphère de catastrophe imminente, Himmler engagea une série de contacts clandestins avec des partis neutres. Son canal le plus important fut le comte Folke Bernadotte, le vice-président de la Croix-Rouge suédoise. Mais un précurseur clé eut lieu le 21 avril 1945, lorsque Himmler reçut Norbert Mazur, un représentant du Congrès juif mondial, à Hohenlychen. Le but de ces communications était d'une pragmatique implacable: négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux, excluant explicitement l'Union soviétique. Cette initiative représentait une trahison profonde de la doctrine hitlérienne de la guerre totale. Pendant des années, Himmler avait été le plus loyal exécuteur du régime, le gardien de sa pureté idéologique. À présent, il tentait de contourner complètement le Führer. Ses motivations étaient un mélange complexe d'instinct de survie et d'ambition politique. Il croyait pouvoir sauver quelque chose des décombres, peut-être sa propre vie, une part de pouvoir, ou même un rôle de dirigeant dans une Allemagne d'après Hitler. Il considérait la fin de la guerre non seulement comme une catastrophe, mais aussi comme une opportunité. La première des rencontres avec Bernadotte eut lieu le 22 avril 1945 à Hohenlychen, la clinique privée au nord de Berlin, où Himmler résidait alors.
Une seconde rencontre, plus longue, suivit les 23 et 24 avril à Lübeck. Au cours de ces discussions, Himmler se présenta comme un dirigeant pragmatique, capable de contrôler la situation. En signe de bonne volonté, il autorisa la libération de prisonniers par l'opération des bus blancs, qui permit l'évacuation d'environ 20 000 détenus, dont beaucoup étaient scandinaves, depuis des camps situés dans le nord. Il s'agissait d'une manœuvre calculée destinée à démontrer son autorité et sa capacité à agir de manière humanitaire. Pourtant, ces manœuvres diplomatiques étaient hésitantes et contradictoires. Elles révélaient un homme pris au piège entre deux forces immuables. D'un côté, il y avait un Führer fanatique qui n'aurait jamais toléré la reddition. De l'autre côté se trouvaient les alliés occidentaux, engagés publiquement et en privé à une reddition sans condition. Dès le départ, la position de Himmler, en tant que négociateur potentiel, était intenable. Il était l'architecte de l'Holocauste, un planificateur central du génocide. Pour les dirigeants alliés, il n'était pas un partenaire pour la paix, mais un accusé principal dans les procès qu'ils anticipaient déjà. Himmler jouait une partie pour laquelle il ne détenait aucune carte valable. Son ambition de succéder à Hitler ne faisait qu'accentuer la futilité de ses efforts. Il a mal interprété la réalité politique, croyant que son contrôle administratif pouvait se traduire par un levier de négociation sur la scène mondiale. Cette erreur de calcul eut des conséquences immédiates. La nouvelle de sa trahison circula rapidement dans les milieux diplomatiques et médiatiques, et elle ne resterait pas longtemps cachée au bunker. Ce qui suivit allait lui retirer les titres qui le définissaient et retourner sa propre machine contre lui. La nouvelle de la trahison de Himmler parvint à Hitler dans le bunker de Berlin le 28 avril 1945. La source était un reportage de Reuters diffusé par la BBC, détaillant les négociations secrètes de Himmler avec les alliés occidentaux. Cette révélation publique d'une trahison privée déclencha une réaction immédiate et sévère de la part du Führer. Dans l'atmosphère claustrophobe du bunker, entouré par l'effondrement final de son régime, la colère de Hitler était apocalyptique. Il déclara Himmler traître. Par une série d'ordres furieux, Hitler dépouilla Himmler de toutes ses fonctions officielles. Cela incluait ses fonctions principales: Reichsführer SS, chef de la police allemande et ministre de l'Intérieur. Il fut également relevé de son commandement militaire du groupe d'armée de la Vistule. Pour un homme dont toute l'existence était synonyme de ses titres, il s'agissait d'une exécution symbolique. L'ordre officiel de révocation fut remis à Himmler par écrit. Une rupture bureaucratique qui annulait son autorité d'un simple trait de plume. Himmler était désormais un hors-la-loi au sein même du régime qu'il avait contribué à concevoir et à bâtir. La machine administrative qu'il avait contrôlée pendant des années se retourna instantanément contre lui. Le vaste réseau de la SS, de la Gestapo et de l'appareil policier ne lui obéissait plus. En fait, ils avaient désormais pour ordre de l'arrêter. Il n'était plus le deuxième homme le plus puissant d'Allemagne. Il était un fugitif avec une prime sur sa tête, traqué par le système qu'il avait créé. Ce moment a rompu son dernier lien officiel avec le Reich en pleine déliquescence. L'architecte était désormais sans abri, rejeté par la structure qu'il avait passé plus d'une décennie à construire. Le vide de pouvoir créé par son éviction a directement contribué à la désintégration finale de l'autorité nazie. La SS, privée de son chef, commença à se fragmenter. Certaines unités continuèrent à se battre avec une détermination fanatique. D'autres se sont simplement dissoutes ou ont cherché à se rendre. La réaction de Himmler à son renvoi fut une tentative désespérée d'échapper aux conséquences. Il s'enfuit à Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, où opéraient les restes du gouvernement Dönitz. Là, il entreprit une transformation physique qui soulignait sa chute totale du pouvoir. Il rasa sa moustache caractéristique, mit un cache-œil et troqua son uniforme noir de la SS contre la tenue gris-vert d'un sergent de la police militaire. C'était un contraste saisissant avec l'homme qui avait autrefois commandé une obéissance absolue. Il tentait désormais de disparaître dans le chaos d'une nation vaincue, figure solitaire cherchant à échapper à l'ombre de son propre empire. La machine d'État avait expulsé son principal architecte. Rejeté à la dérive par sa révocation officielle, Heinrich Himmler se joignit à l'immense flot de réfugiés et de soldats vaincus fuyant vers le nord. Sa tâche immédiate était de disparaître complètement. Il rassembla un petit groupe d'aides de confiance,
comprenant son officier administratif personnel, le docteur Rudolf Brandt, son chirurgien en chef, le professeur Karl Gebhardt, et son aide personnelle, Joseph Kiermaier. Cet entourage soigneusement sélectionné avait pour mission de le protéger et de naviguer dans le paysage périlleux des territoires contrôlés par les Alliés. Il abandonna l'uniforme noir emblématique des SS qui avait défini son identité publique pendant plus d'une décennie. À la place, il enfila l'uniforme gris-vert d'un sergent de la Feldgendarmerie. Il adopta le nom de Heinrich Hitzinger, soutenu par un ensemble de faux papiers. Ces documents l'identifiaient comme un ancien sergent d'une compagnie blindée spéciale rattachée à la police secrète de campagne, officiellement démobilisée le 3 mai 1945. Cette histoire de couverture était un risque calculé, car les membres de la police secrète de campagne étaient également soumis à une arrestation automatique. Mais elle était conçue pour l'aider à se fondre parmi les masses de soldats démobilisés. La transformation physique fut méticuleuse. Il rasa sa célèbre moustache en brosse, un trait central de son image publique. Il portait un cache-œil sur l'œil gauche et transportait un simple équipement de soldat. L'homme qui avait exigé une obéissance absolue cherchait désormais à devenir invisible, se fondant dans les rangs anonymes d'une nation brisée. Ce n'était pas qu'un simple changement de vêtements. Cela représentait un profond effondrement psychologique. Le Reichsführer SS avait disparu. À sa place se trouvait le sergent Hitzinger. Il dépendait désormais entièrement des mêmes systèmes de déplacement et de tromperie qu'il avait créés pour contrôler les autres. Pendant des années, son appareil avait fabriqué de fausses identités, contrôlé les permis de voyage et surveillé les populations. À présent, il comptait sur un seul jeu de faux papiers pour lui permettre de passer. L'ironie était frappante. Pour la première fois depuis son ascension au pouvoir, il n'était plus aux commandes. Il était passager de sa propre fuite, sa sécurité confiée à la loyauté de ses aides et à la qualité de leurs faux papiers. Le groupe avançait prudemment, évitant les principaux points de contrôle où leurs documents risquaient d'être examinés de plus près. Ils traversaient la campagne du nord de l'Allemagne, un paysage encombré des débris humains d'un empire effondré. Chaque interaction avec une patrouille britannique ou un poste de contrôle était une épreuve pour leur déguisement. Les faux papiers, bien que convaincants au premier regard, comportaient des défauts qu'un œil exercé pouvait déceler. Les tampons et les sceaux, bien qu'habilement reproduits, n'étaient pas parfaits. Leur propre travail de faussaire, pourtant méticuleux, allait finalement devenir l'instrument de leur capture. Les soldats britanniques avaient reçu l'ordre d'arrêter tous les membres de la SS et du SD, y compris les sous-officiers. L'identité Hitzinger, qui plaçait son détenteur dans l'orbite du Sicherheitsdienst, faisait de lui une cible prioritaire, et non un civil plausible. Le déguisement censé le dissimuler avait au contraire fait de lui une cible. Le plan d'évasion de Himmler comportait une faille majeure qui n'avait rien à voir avec son propre déguisement. La faiblesse venait de ses compagnons. Bien que farouchement loyaux, ses aides étaient des officiers supérieurs de la SS habitués à commander, non à tromper. Le docteur Rudolf Brandt, son officier administratif personnel, et le professeur Karl Gebhardt, son chirurgien en chef, étaient des hommes de grande importance. Leur tentative de se faire passer pour de simples fonctionnaires était peu convaincante. Leur comportement, leur langage précis et même leur attitude trahissaient leur véritable identité. Ils se déplaçaient avec une autorité qui ne correspondait pas à leurs histoires de couverture modeste. Les faux papiers qu'ils portaient constituaient un autre point faible. Si les documents d'Heinrich Hitzinger et des autres semblaient convaincants à première vue, ils ne résistaient pas à un examen approfondi par des experts. Les tampons et les sceaux, bien qu'habilement reproduits, n'étaient pas des copies parfaites des originaux officiels. Un œil exercé remarquerait des différences dans l'encre, la pression du tampon ou la typographie. De plus, la couverture elle-même était risquée. L'alias de Himmler l'identifiait comme membre de la police secrète de campagne, une organisation dont les membres étaient également soumis à une arrestation automatique par les Alliés. Le déguisement censé le dissimuler le plaçait en réalité précisément dans une catégorie de personnel que les Britanniques recherchaient activement. Le groupe avançait prudemment à travers la campagne du nord de l'Allemagne, évitant délibérément les principaux points de contrôle où leurs papiers pourraient être examinés de plus près. Ils voyageaient en petits convois, empruntant les routes secondaires, mais l'étau se resserrait.
Les unités du renseignement militaire britannique menaient des fouilles systématiques dans la région, recherchant spécifiquement des cibles nazies de grande valeur. Ils disposaient de listes de noms et de descriptions. Le chaos de la reddition offrait une certaine couverture, mais il rendait aussi tout groupe d'hommes cherchant à éviter l'attention automatiquement suspect. Le professionnalisme même de l'armée britannique, que Himmler avait passé des années à étudier comme un ennemi redoutable, devenait désormais sa plus grande menace personnelle. Leurs procédures pour traiter les millions de soldats allemands en reddition étaient méthodiques et rigoureuses. Ils étaient formés à repérer les incohérences, à interroger les récits et à examiner les papiers d'identité avec un œil sceptique. Malgré toute sa préparation, le destin de Himmler dépendait désormais de l'acuité d'un jeune officier à un poste de contrôle aléatoire. Le succès de toute sa fuite reposait sur une seule interaction fugace avec un soldat qui n'avait aucune idée de la valeur de la proie qui se tenait devant lui. Le système qu'il avait réussi à éviter pendant des jours était sur le point de se mettre en marche. Le matin du 21 mai 1945, le petit groupe fut arrêté à un poste de contrôle britannique près de Bremervörde. Le poste de contrôle était tenu par des soldats de la 51e division Highland, positionnés près d'un pont pour contrôler le flux de réfugiés et de troupes en reddition. Leur tâche consistait à filtrer, avec des ordres précis d'arrêter automatiquement tout membre de la SS ou criminel de guerre. L'endroit était un moulin servant de bureau temporaire, occupé par des soldats vigilants qui avaient combattu quelques semaines auparavant. L'inspection initiale des 3 hommes fut routinière. Ils présentèrent leurs papiers de démobilisation, des documents standards remis aux soldats allemands après la reddition. Mais le comportement du groupe éveilla immédiatement les soupçons. L'homme se présentant comme le sergent Heinrich Hitzinger paraissait petit et maigre, arborant un cache-œil noir distinctif. Ses 2 compagnons semblaient excessivement préoccupés par lui, leur attention et leur attitude n'étant pas celles de soldats officiellement démobilisés. Cette contradiction entre leur histoire modeste et leur anxiété évidente attira sur eux une attention particulière. Les troupes britanniques étaient particulièrement vigilantes face aux faux papiers, une tactique courante des membres de la SS cherchant à échapper à la capture. En examinant les papiers présentés par l'homme se faisant passer pour Hitzinger, ils remarquèrent un tampon familier. C'était le même tampon qu'ils avaient vu sur d'autres fausses cartes d'identité. Cette découverte transforma un contrôle de routine en une possible prise de renseignement. Les soldats décidèrent que les hommes méritaient une enquête plus approfondie dans un établissement plus sécurisé. Ils n'étaient pas encore considérés comme des cibles de grande valeur, mais comme des individus suspects, nécessitant une procédure standard. Le groupe fut séparé et transporté vers un centre de filtrage à Lüneburg. Ce transfert marqua le premier véritable dévoilement du déguisement. Himmler se trouvait désormais entièrement dans le système militaire britannique, simple rouage de leur machine procédurale. Il ne reçut aucune attention particulière. Il n'était qu'un détenu de plus parmi des milliers. L'immense pouvoir qu'il avait exercé sur la vie et la mort pendant des années ne lui offrait aucune protection. Son sort dépendait désormais de l'efficacité méthodique et impersonnelle de la bureaucratie d'une armée victorieuse. Il était à la merci d'une procédure militaire standard, conçue pour filtrer le chaos des personnels en reddition. Le système ne le recherchait pas spécifiquement à ce moment-là, mais il était calibré pour identifier les anomalies. Les qualités mêmes qui rendaient ces aides loyaux, leur haut rang et leur nature protectrice, les avaient rendus voyants. Les faux documents, censés être leur passeport pour la liberté, devinrent la preuve qui déclencha leur détention. Le poste de contrôle de Bremervörde n'a pas été le théâtre d'une confrontation dramatique, mais le résultat logique d'un processus que Himmler lui-même ne pouvait plus contrôler. La machine qu'il avait réussi à éviter pendant des jours s'était finalement mise en marche et fonctionnait avec une logique froide et implacable. À Lüneburg, le traitement de routine laissa place à un interrogatoire formel. Les 3 détenus furent conduits au camp d'internement civil numéro 031, où le capitaine Thomas Sylvester, officier supérieur du renseignement, supervisait le filtrage. Après le poste de contrôle, Himmler avait été déplacé de point de rétention en point de rétention et entrait désormais dans un système plus strict. Le soupçon émis à Bremervörde n'était plus une simple note dans un dossier. C'était devenu une affaire. Les hommes furent séparés et interrogés individuellement. Leurs récits furent comparés ligne par ligne.
La silhouette discrète au bandeau sur l'œil attira le plus l'attention. Ses compagnons peinaient à endosser leurs fausses identités. Leur diction, leur posture et leur déférence mesurée trahissaient un rang plutôt qu'une récente démobilisation. L'homme, se faisant appeler Heinrich Hitzinger, resta posé et concis dans ses réponses. Mais les papiers qu'il portait ne résistèrent pas à un second examen. À l'examen minutieux, les faux laissaient apparaître leurs défauts. Les tampons semblaient familiers parce qu'ils correspondaient à des modèles de contrefaçon connus. La texture du papier et les polices de caractère différaient des documents authentiques. Les détails ne résistèrent pas à l'examen attentif Dieu exercé. Le capitaine Sylvester passa à un test direct. Il ordonna au prisonnier d'enlever son bandeau et ses lunettes. Le visage qui apparut, des traits anguleux, une calvitie naissante, un regard froid. Il correspondait aux photographies connues de tous les officiers britanniques présents dans la pièce. La moustache rasée et l'uniforme gris sale ne pouvaient effacer la ressemblance sous-jacente. La confirmation arriva de deux directions à la fois. Les interrogateurs présentèrent une photographie de Heinrich Himmler en uniforme SS et observèrent la réaction de l'homme. Au même moment, la rumeur se répandit dans le camp qu'un suspect correspondait au Reichsführer SS. L'ex-Gauleiter Karl Kaufmann, déjà interné sur place, fut amené et reconnut Himmler lorsque le bandeau sur l'œil fut retiré. Cette reconnaissance par un ancien dirigeant provincial nazi renforça l'identification pour les Britanniques. Confronté aux preuves, la réserve du prisonnier céda. Il reconnut la vérité d'une voix neutre. « Je suis Heinrich Himmler ». Le faux nom s'effondra. Le dossier changea. Il devint un détenu de grande valeur désigné. La procédure s'adapta en conséquence. Le contrôle de routine prit fin, les gardes renforcèrent le périmètre et la détention passa sous des règles plus strictes. La priorité était l'enfermement sécurisé et la prévention de toute tentative d'automutilation ou d'évasion. Chaque mouvement était consigné. Chaque objet à portée de main était réévalué comme un risque potentiel. L'atmosphère de la pièce se durcit. Les officiers présents comprenaient la portée de ce nom et les conséquences potentielles d'une défaillance. La machine était désormais concentrée sur une seule tâche, garder le prisonnier en sécurité et dans le respect de la loi pendant que les prochaines étapes étaient engagées. L'identité ayant été établie, l'étape suivante suivit les règles en vigueur pour ce type de capture. Un officier médical fut appelé et les préparatifs commencèrent pour un examen complet et un changement de vêtements dans des conditions contrôlées. L'examen médical ne débuta qu'après le transfert vers le logement britannique au 31 Uelsener Straße, à Lüneburg, une maison réquisitionnée désormais sous étroite surveillance. L'identité confirmée, la procédure passa de l'admission à la détention. Un officier médical supérieur fut sollicité pour effectuer le contrôle formel requis pour les détenus de grande valeur et pour le préparer à recevoir des vêtements réglementaires. Le capitaine C.G. Wells, médecin militaire de la Seconde Armée, arriva pour procéder à l'examen. Sa mission était claire, évaluer l'état du prisonnier et s'assurer qu'il ne portait aucun instrument caché permettant de se suicider. Des fouilles antérieures avaient déjà permis de découvrir une capsule de cyanure dissimulée dans un petit récipient en laiton dans les vêtements de Himmler, une découverte alarmante qui confirmait le risque. Cette découverte renforça la prudence avec laquelle l'examen final fut mené. Himmler se montra maître de lui et réactif. Il obéit aux ordres, se déshabilla sous surveillance et permit à l'inspection de se dérouler étape par étape. Wells et les gardes vérifièrent les coutures, les doublures et tous les endroits susceptibles de dissimuler quelque chose. Ils procédèrent de manière méthodique, conscients que les hauts dignitaires nazis portaient souvent du poison et que les cachettes pouvaient être ingénieuses. La fouille s'est alors concentrée sur la tête et la bouche. Wells exigea que le prisonnier ouvre grand la bouche, retire son dentier et se soumette à une inspection orale minutieuse. La lumière et l'angle étaient importants. Alors que Wells se penchait, il remarqua quelque chose qu'il décrivit comme un objet sombre dans un espace de la mâchoire inférieure. Ce n'était pas une décoloration habituelle. Cela se trouvait à un endroit où un fragment pouvait être coincé et dissimulé à la vue. Wells réagit immédiatement. Il tenta de déloger l'objet avec un doigt et un instrument. À cet instant, le prisonnier fit un mouvement brusque, referma la mâchoire et mordit. Le verre se brisa. Le goût et l'odeur qui suivirent révélèrent la vérité. Du cyanure de potassium. La rapidité de l'action laissa peu de place à l'intervention.
La pièce s'agita aussitôt. Les gardes saisirent Himmler, lui forcèrent la bouche et tentèrent de la vider. Un émétique et des contre-mesures furent préparés en vain. Le cyanure submerge en quelques secondes. La respiration faiblit. Le pouls ralentit. Les efforts médicaux se poursuivirent parce que la procédure l'exigeait, mais l'issue était déjà scellée par la chimie. Wells consigna ce qu'il avait vu et fait. La séquence des mouvements, la position de l'objet, le moment de l'effondrement. La documentation aurait son importance. Elle montrait un examen mené selon les ordres en vigueur et un suicide commis dans la dernière brèche possible. Ce qui suivit à l'intérieur de la maison serait formalisé dans des rapports et des déclarations. En dehors de cette pièce, les agents se préparaient à reprendre l'interrogatoire, sans savoir que les événements avaient dépassé leur plan. De retour dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère était déjà passée de l'accueil au fond du sujet. Les Britanniques avaient l'intention d'exiger des noms, des structures et des crimes, et ils l'avaient de fait venir en conséquence. L'interrogatoire final, tel que les agents l'avaient imaginé, n'a jamais vraiment commencé. L'identification avait fait passer le processus à la mise en détention et au transfert, et Himmler fut déplacé sous escorte vers une maison réquisitionnée à Lüneburg, au 31 Hülsener Straße, décrite par les Britanniques comme une maison à usage spécial. Là, avec une sécurité renforcée et des procédures formelles, on procédait aux préparatifs qui devaient précéder tout interrogatoire de fond. Les priorités britanniques étaient claires. Sécuriser le prisonnier, éliminer toute possibilité d'automutilation et documenter son état. Le colonel Michael Murphy a coordonné avec le capitaine Thomas Sylvester la gestion de la détention et des étapes suivantes, mais le protocole exigeait un examen médical complet avant la remise de vêtements et tout nouvel interrogatoire. Cette tâche incombait au capitaine C.J. Wells de la Seconde Armée. Il fut convoqué pour effectuer l'inspection finale et détaillée. Himmler entra dans la pièce, maîtrisé et coopératif. Il se déshabilla sous surveillance et se soumit à une fouille systématique. Plus tôt, une capsule de cyanure avait été trouvée dans un étui en laiton cousu dans ses vêtements, preuve d'une intention et avertissement de procéder avec prudence. Wells et les gardes agissaient méthodiquement, conscients que les hauts dignitaires nazis dissimulaient souvent du poison supplémentaire. L'examen se concentra sur la tête et la bouche. Wells ordonna le retrait des lunettes et de la prothèse dentaire, puis utilisa une lumière et une observation minutieuse pour inspecter la cavité buccale. Dans la mâchoire inférieure, il aperçut un objet, sombre contre la gencive, niché là où il pouvait être dissimulé à la vue. Il s'apprêta à le déloger. Ce qui suivit ne dura que quelques secondes. Himmler fit un mouvement brusque, serra les dents et mordit. Un bruit sec de verre brisé retentit. L'air de la pièce prit l'odeur d'amande amère associée au cyanure de potassium. Wells réagit aussitôt et les gardes se précipitèrent, mais la chimie fut plus rapide que la volonté. Le cyanure perturbe la respiration cellulaire en bloquant la cytochrome C oxydase. Les cellules du corps ne peuvent plus utiliser l'oxygène. L'effondrement survient rapidement. Des tentatives de contre-mesures immédiates commencèrent, même si le signe de l'empoisonnement était sans équivoque. Des mains forcèrent la mâchoire. On s'efforça de dégager la bouche. Des ordres furent criés dans le couloir pour obtenir du matériel. Mais l'intervalle entre la morsure et la défaillance systémique se comptait en respiration. Les convulsions commencèrent. La couleur de la peau changea. La respiration devint laborieuse puis s'arrêta. Les officiers présents comprirent la signification du nom et l'ampleur de la perte pour la justice. Pourtant, la procédure guidait chaque action. Enregistrer la séquence. Poursuivre l'assistance. Sécuriser les lieux. Wells nota l'heure et les circonstances, établissant le compte-rendu d'un suicide commis lors d'un contrôle médical légal. Dans cette pièce, l'intention d'interroger céda la place à une crise de quelques secondes. L'odeur persista. Les mouvements se concentraient sur le corps au sol et sur les mains tentant de renverser l'irréversible. Les instants suivants seraient dictés par la réaction plutôt que par l'enquête. Les officiers britanniques réagirent immédiatement au bruit du verre brisé, mais ils étaient déjà trop tard.
Le poison était déjà dans son organisme. Ils plaquèrent Himmler en pleine convulsion au sol, un enchevêtrement de membres sur le plancher de la salle d'interrogatoire. Leur objectif immédiat était de lui forcer la bouche à s'ouvrir. Pour retirer tout fragment restant de la capsule et son contenu toxique, c'était une lutte physique désespérée contre le processus chimique déjà enclenché. Quelqu'un cria de chercher un émétique, une substance destinée à provoquer le vomissement. L'espoir était de lui faire expulser le poison avant qu'il ne soit complètement absorbé. Un autre officier tenta de dégager ses voies respiratoires avec un doigt, un geste dangereux qui risquait de l'exposer lui-même aux résidus de cyanure. Leurs efforts étaient frénétiques, animés par l'impératif de sauver un prisonnier dont le témoignage était jugé vital. On demanda une pompe gastrique, mais le poison agit avec une rapidité terrifiante. Le cyanure, en particulier le cyanure de potassium, inhibe la cytochrome C oxydase, une enzyme essentielle à la respiration cellulaire. Il étouffe effectivement le corps de l'intérieur, empêchant les cellules d'utiliser l'oxygène. Le corps de Himmler fut secoué de violentes convulsions alors que son système nerveux commençait à s'arrêter. Le manque d'oxygène au niveau cellulaire provoque une défaillance systémique rapide. Sa peau aurait pris une teinte bleuâtre, une condition connue sous le nom de cyanose. L'odeur caractéristique d'amande amère, signe distinctif d'un empoisonnement au cyanure, imprégnait la pièce. Cette odeur est produite lorsque le composé de cyanure réagit avec l'humidité de l'air. En quelques minutes, les convulsions cessèrent. Heinrich Himmler était mort. L'heure officielle du décès fut enregistrée à 23h14, le 23 mai 1945. L'homme qui avait supervisé la mort systématique de millions de personnes avait choisi pour lui-même une fin rapide et clinique. Sa mort ne fut pas une longue agonie, mais une fin brutale et rapide. Il avait réussi à échapper au spectacle public des procès de Nuremberg et à la corde du bourreau qui l'attendait, sans aucun doute. La chaise vide qui lui était réservée lors des procès suivants devint un symbole puissant de sa fuite devant la justice. La dernière autorité qu'il exerça fut sur sa propre vie. Cet acte fut l'expression ultime du contrôle qu'il avait recherché tout au long de sa carrière. Au final, son pouvoir se réduisit à une seule décision, égoïste. Les soldats britanniques ne trouvèrent plus qu'un cadavre. L'odeur d'amande flottait dans l'air, accompagnée de la sombre réalité de la situation. Leur coup de maître en matière de renseignement s'était soldé par un échec fatal de la sécurité. Le chaos dans la pièce s'estompa, remplacé par un silence stupéfait. Les tentatives frénétiques pour le sauver cédèrent la place aux procédures nécessaires qui suivent un décès en détention. La priorité immédiate passa de l'interrogatoire à la sécurisation des lieux et à la documentation de l'événement. Le corps de l'un des hommes les plus recherchés de l'histoire gisait désormais sur le sol, un problème à traiter. Les officiers, qui s'étaient embattus avec lui, devaient désormais se rendre à l'évidence. Leur prisonnier de grande valeur leur avait irrémédiablement échappé, privant le monde d'un compte rendu complet de ses actes et du système qu'il commandait. Le caractère clinique de son suicide contrastait fortement avec la brutalité industrielle qu'il avait infligée à tant d'autres. Les autorités britanniques ont rapidement confirmé l'information, identifié le corps et documenté la cause du décès. Une autopsie détaillée a été réalisée par le capitaine H. L. Rumblow, un pathologiste expérimenté. L'examen a confirmé le décès par empoisonnement au cyanure. Le rapport officiel mentionnait la présence d'un petit fragment de capsule de verre bleu logé entre les dents d'Himmler et l'odeur caractéristique d'amandes amères. La cause du décès a été enregistrée comme étant un suicide. Certaines parties du corps ont été prélevées pour des examens complémentaires. Un fragment du cerveau a été prélevé et envoyé à un spécialiste pour analyse. L'objectif était de rechercher d'éventuelles anomalies physiologiques susceptibles d'apporter une explication médicale à ces actes. Les résultats de cet examen furent ensuite perdus, ajoutant une part de mystère à la destinée finale de ces restes. Un masque mortuaire fut également réalisé, un moulage en plâtre préservant les traits exacts de l'homme le plus recherché d'Europe,
à des fins historiques et d'identification. Le corps fut ensuite préparé pour l'inhumation, mais les Britanniques furent confrontés à un dilemme majeur. Ils ne voulaient pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis. Un enterrement public était hors de question. La décision fut prise de se débarrasser du corps dans le plus grand secret. L'objectif était d'effacer sa présence physique du paysage, afin de priver ses partisans de tout point de ralliement pour la vénération. À la faveur de l'obscurité, le 24 mai 1945, le corps de Himmler fut enveloppé dans un filet de camouflage et transporté vers un endroit isolé sur la lande de Lunebourg. L'emplacement exact fut choisi au hasard par la petite équipe chargée de l'inhumation. Le groupe se composait de 2 officiers du renseignement et de plusieurs soldats. Ils utilisèrent des pelles militaires pour creuser une tombe dans le sol meuble et sablonneux de la lande. Le site était non marqué et délibérément choisi pour son anonymat. L'inhumation fut menée avec une efficacité militaire. Il n'y eut aucune cérémonie, aucun mot prononcé sur le corps. Il fut enterré dans le simple uniforme de l'armée britannique qu'il portait au moment de sa mort, la tombe. La fosse fut comblée et le sol soigneusement remis dans son état naturel. Les soldats griffèrent la terre avec leurs bottes pour éliminer toute trace de creusement récent. L'emplacement exact n'était connu que des quelques hommes présents à qui il fut ordonné de garder le secret. Les restes physiques de Heinrich Himmler furent effectivement effacés du paysage. Le commandement militaire britannique considéra l'affaire comme close. Ils avaient confirmé sa mort, documenté la cause et disposé du corps de manière à éviter toute complication politique future. Cet acte de clôture bureaucratique constitua le dernier chapitre de la gestion de son dossier. L'homme qui avait bâti un empire fut réduit à un secret, enterré dans une parcelle de terre anonyme, sa tombe aussi inconnue que les millions de victimes qu'il avait créées. Le secret entourant l'inhumation, bien que pratique, allait plus tard devenir le fondement de rumeurs persistantes et de théories du complot concernant son sort. L'absence de tombe publique a alimenté les spéculations pendant des décennies, mais les faits historiques sont clairs. Son parcours ne s'acheva pas par une reddition publique, mais par une inhumation clandestine sur une lande isolée. Dans cet environnement, le doute prit une vie propre. Les germes du complot naquirent d'un dossier public lacunaire et d'une fin soudaine, invisible. Le secret entourant l'enterrement de Heinrich Himmler, combiné au prélèvement de parties du corps lors de l'autopsie, créa un terrain fertile pour les spéculations. Presque immédiatement après l'annonce officielle de sa mort, des rumeurs circulèrent, selon lesquelles il aurait échappé à la justice. L'absence de tombe publique ou de toute preuve photographique de son cadavre alimenta ses doutes. Dans le chaos qui suivit la guerre, alors que d'innombrables nazis disparaissaient sous de nouvelles identités, l'idée que le Reichsführer SS ait pu s'échapper semblait plausible à certains. Une affirmation persistante suggérait qu'un sosie avait été capturé et tué à sa place. Les partisans de cette théorie soulignaient le court laps de temps entre l'identification et la mort et soutenaient que les officiers britanniques avaient été trompés par un homme ressemblant à Himmler. D'autres se concentraient sur les parties manquantes du corps, en particulier certaines sections du cerveau et des éléments du squelette retirés lors de l'autopsie puis perdus par la suite. Quant aux archives officielles, lorsque le corps fut exhumé pour un second examen en 1946, la plupart des dents furent signalées comme manquantes, compliquant ainsi la comparaison dentaire, ce qui ajouta un nouvel élément de suspicion pour ceux déjà enclins à douter de la version officielle. Ces éléments, le secret, les restes manquants et le peu de documents visuels, sont devenus le moteur principal des théories du complot. Des souvenirs ultérieurs, comme les contradictions dans les déclarations attribuées à Werner Grossmann, l'adjudant de Himmler, ont ajouté de la confusion plutôt que de la clarté. La mémoire sous stress se fissure, les chronologies deviennent floues. La littérature conspirationniste a traité ces incohérences comme des preuves, les intégrant dans des récits élaborés d'évasion vers l'Amérique du Sud ou de survie sous une fausse identité en Europe. Les historiens ont directement répondu à ces affirmations.
Les témoignages des officiers britanniques présents à Lunenburg sont cohérents et crédibles. La trace documentaire, depuis la détention initiale jusqu'à l'identification, le transfert, l'examen médical et la mort, subsiste dans les dossiers militaires. La chaîne de possession du corps, de l'autopsie à l'inhumation, est traçable à travers les ordres, rapports et journaux. Là où il existe des lacunes, elles reflètent le désordre du moment, plutôt qu'une intention. L'absence de photographie relevait d'une politique visant à empêcher la propagande et le martyre, et non d'un signe de substitution. La persistance des mythes en dit moins sur les preuves que sur la psychologie. Il est difficile de concilier l'image d'un architecte bureaucratique de la terreur avec une fin sordide et auto-infligée. Les théories du complot redonnent à Himmler un contrôle qu'il n'avait plus. Elles imaginent un dernier coup de maître à la hauteur des systèmes qu'il a construits. La vérité est plus simple et plus accablante. Il n'y a eu ni grande évasion, ni brillante supercherie. Une procédure de routine l'a identifié. Un examen médical a découvert sa dernière arme. Et il s'en est servi pour échapper au jugement qui l'attendait. Ce qui a suivi sa mort ne s'est pas déroulé dans le secret, mais au grand jour, où le vide laissé par son absence a révélé la fragilité de la structure qu'il avait dirigée. La mort de Himmler, le 23 mai 1945, a créé un vide de pouvoir immédiat et profond dans les derniers jours du Troisième Reich en pleine déliquescence. Le grand amiral Karl Dönitz, que Hitler avait désigné comme son successeur dans son testament politique, dirigeait désormais ce qui n'était plus qu'un gouvernement fantôme, depuis Flensburg, près de la frontière danoise. Cette administration n'exerçait aucune autorité réelle au-delà d'un périmètre en constante réduction, sa fonction principale étant de négocier la reddition des forces allemandes auprès des Alliés. La chaîne de commandement que Hitler avait patiemment construite était brisée. La SS, l'instrument même du pouvoir de Himmler, faisait désormais face à sa propre dissolution sans son chef. L'organisation s'est fragmentée. Certaines unités de la Waffen-SS, en particulier celles du front de l'Est, continuaient à se battre avec une détermination fanatique, redoutant la vengeance soviétique. D'autres se sont simplement dissoutes, leurs membres abandonnant leurs uniformes et tentant de se fondre dans la population civile. Beaucoup se sont rendus en masse aux forces alliées occidentales, espérant un traitement plus clément. La structure de commandement central qui avait coordonné les actions de la SS à travers l'Europe cessa d'exister. La machine de terreur supervisée par Himmler s'arrêta brutalement. Avec la chaîne de commandement brisée et les armées alliées progressant, le système des camps de concentration fut libéré. Le processus ne fut pas instantané, mais s'étala sur les semaines précédentes et suivantes, à mesure que les unités alliées découvrèrent les camps. L'appareil administratif qui gérait les camps, les transferts, les ordres, la tenue méticuleuse des registres, se tut. L'empire du papier fut rendu obsolète par la défaite militaire. Lors des procès de Nuremberg, qui commencèrent en novembre 1945, la chaise vide où Heinrich Himmler aurait dû s'asseoir devint un symbole puissant et obsédant. Ses principaux subordonnés, des hommes comme Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner et Albert Speer, furent laissés pour répondre d'un système qu'il avait conçu et dirigé. L'accusation présenta d'innombrables preuves de son rôle central, mais l'homme lui-même était absent. Le procès ne pouvait pas interroger ses motivations, ni exiger sa responsabilité personnelle. Son suicide a privé le monde d'un véritable examen judiciaire de ses actes et de son idéologie. Il a laissé aux historiens le soin de reconstituer son rôle et sa psychologie à partir de l'immense trace écrite qu'il a laissée derrière lui. Les notes de service, les discours, les ordres. Ce dossier documentaire est vaste, mais il manque la confrontation qu'un procès aurait pu offrir. Les historiens doivent interpréter ses intentions à partir de mémorandums signés dans un langage froid et bureaucratique. L'empire qu'il avait bâti ne lui a survécu que de quelques jours. Le gouvernement Dönitz fut dissous et ses membres arrêtés par les Alliés le 23 mai, le jour même de la mort de Himmler.
L'ombre de cet empire, cependant, allait persister pendant des générations. Les preuves de ces crimes, révélées à Nuremberg et dans les années qui suivirent, ont façonné le droit international et la compréhension moderne du génocide. L'efficacité bureaucratique de ces atrocités est devenue une leçon permanente sur le potentiel des États modernes à commettre le mal. Ces dernières 24 heures furent un microcosme de l'effondrement total du régime. Le passage du commandement d'un État dans l'État à celui de fugitifs vêtus d'un uniforme de sergent, puis finalement à celui de cadavre. Sur le sol d'une salle d'interrogatoire illustrait l'inversion totale du pouvoir. Le chaos de sa capture et de sa mort reflétait le chaos qui engloutissait l'Allemagne. Il s'agissait d'un effondrement provoqué non seulement par la défaite militaire, mais aussi par l'échec interne d'un système fondé sur la terreur et la loyauté absolue, qui s'est révélé fragile lorsque son chef est devenu un fugitif. L'autorité qu'il exerçait s'est évaporée, le laissant isolé et finalement réduit à un seul acte désespéré. L'histoire de Heinrich Himmler représente l'une des inversions de pouvoir les plus saisissantes de l'histoire. Sa trajectoire ne fut pas un déclin progressif, mais une chute vertigineuse d'une position de quasi-autorité absolue à une impuissance totale. Cette trajectoire s'est accomplie non pas sur des années, mais en l'espace d'une seule journée. L'homme qui dirigeait un empire de la terreur a passé ses dernières heures en tant que prisonnier, soumis aux mêmes procédures bureaucratiques qu'il avait maîtrisées. Il est monté au pouvoir grâce à une compréhension méticuleuse de la bureaucratie. Son autorité ne reposait pas sur le charisme, mais sur les dossiers, les hiérarchies et une idéologie fanatique. Il a construit un État dans l'État, une machine administrative qui gérait tout, de la Gestapo et des camps de concentration jusqu'aux vastes entreprises industrielles. Son pouvoir était ancré dans la paperasse et la délégation précise de la terreur. Il imposait la loyauté grâce à un système de titres et de grades qu'il contrôlait entièrement. Pourtant, le système qu'il avait bâti contenait en lui-même les germes de sa propre destruction. Sa force dépendait entièrement de la légitimité accordée par le régime nazi. Lorsque ce régime s'est effondré, la structure a perdu sa base. La bureaucratie qui avait été la source de son pouvoir est devenue l'instrument de son isolement. Les titres qui le définissaient ont été révoqués d'un simple ordre d'Hitler. La machine qu'il avait conçue ne pouvait plus reconnaître son architecte. Son dernier jour fut un démantèlement systématique de ce pouvoir. Ce fut un processus de réduction. Privé de ses titres, il devint un homme sans fonction. Déguisé en simple sergent, il abandonna l'identité qui lui avait conféré son autorité. Soumis à la procédure militaire standard à un poste de contrôle britannique, il fut réduit à son élément le plus basique, un individu suspect nécessitant un traitement. Le système qu'il avait réussi à éviter finit par le rattraper. Et il fonctionnait avec une logique froide et implacable qui ne reconnaissait rien de son ancien statut. La capsule de cyanure était son dernier recours. C'était la solution bureaucratique ultime à un problème inéluctable. Dans le monde qu'il habitait, le poison était un outil d'espionnage et un moyen de sortie contrôlé. Son utilisation était clinique et efficace. Il n'a pas choisi la mort d'un soldat ni une résistance spectaculaire. Il a choisi une méthode qui reflétait la froideur administrative de son règne. Ce fut un acte de terminaison. Sa mort ne fut pas un événement grandiose ou dramatique. Ce fut une fin sordide et clinique dans une salle d'interrogatoire poussiéreuse. Il n'y eut ni combat ni dernier discours. Il y eut le craquement du verre, l'odeur d'amandes amères et une lutte frénétique sur le sol. Les convulsions de son corps tranchaient avec l'image du dirigeant contrôlé et tout-puissant. La scène était faite de chaos et de désespoir, non de dignité ou de défi. L'arc allant de l'omnipotence à l'isolement s'est achevé en moins de 24 heures. Il a commencé par sa révocation officielle par Hitler et s'est terminé par son enterrement dans une tombe anonyme. Cet effondrement n'a pas été provoqué principalement par ses ennemis, mais par l'échec inévitable du système monstrueux qu'il avait créé.
La logique interne du régime, son exigence de loyauté totale et son incapacité à accepter la défaite se sont retournés contre lui. Son destin fut la conséquence directe de l'état administratif pathologique qu'il avait contribué à bâtir et à diriger. L'inversion fut totale. L'architecte fut détruit par sa propre création. Les dernières 24 heures de Heinrich Himmler offrent une perspective unique sur la fin du Troisième Reich. Il ne s'agissait pas simplement d'une défaite militaire, mais de l'implosion d'un état administratif pathologique. Son parcours, du pouvoir absolu à la mort d'un fugitif, illustre la fragilité d'un système fondé sur la terreur et la bureaucratie. Son suicide a privé le monde d'un véritable jugement, laissant aux historiens le soin de reconstituer son rôle à partir de l'immense trace écrite qu'il a laissée derrière lui. Cette période sert de microcosme à l'effondrement du régime, révélant la détresse et l'échec ultime de ses architectes. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale sous un autre angle, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus percutantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons connaître vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire, continuez de poser des questions. Continuez de chercher la vérité.